Bonjour, le cours qu'on va traiter s'intitule Les traumatismes du pied. Le pied est une structure anatomique très évoluée et la pathologie du pied et de la cheville sont indissociables. On ne peut pas traiter le pied sans traiter la cheville parce que ce sont l'articulation de la cheville et le pied sont des lésions très liées. Ce sont des traumatismes qui sont fréquents, ils peuvent être graves et handicapants. Le diagnostic est radioclinique parfois difficile et ces lésions du pied nécessitent une rigueur thérapeutique. Sur le plan anatomique, il faut se rappeler que le pied est constitué du tarse, du métatarse et les phalanges. Le tarse comprend le tarse postérieur et le tarse antérieur. Le tarse postérieur comprend le talus et le calcaneus. Le tarse antérieur comprend l'os naviculaire ou le scaphoïde, anciennement appelé le scaphoïde, et le cuboïde. Et puis les trois os cuneiformes, le premier, le deuxième et le troisième. Les métatarsiens, les 5 métatarsiens, du premier côté médial vers le côté latéral, et puis les phalanges, c'est-à-dire 3 phalanges pour chaque orteil, sauf le gros orteil ou l'hallux qui contient uniquement 2 phalanges. Sans oublier les os sésamoïdes pour le gros orteil. Voilà, donc, entre le tarse, l'articulation médio-tarsienne, c'est-à-dire entre le tarse postérieur et le tarse antérieur, s'appelle l'articulation de Chopard. Entre le calcaneus et le cuboïde et entre le talus et l'os naviculaire, l'articulation de Chopard. L'articulation tarso-métatarsien s'appelle l'articulation de Lisfranc. Donc, entre le tarse et les métatarses, c'est l'articulation de Lisfranc. Lisfranc, est entre les premiers cuneiformes, c'est-à-dire le C1, C2, C3, qui s'articule avec le M1, M2 et M3, c'est-à-dire le premier métatarsien, le deuxième et le troisième. Regardez que le deuxième métatarsien, la base du deuxième métatarsien, il est encastré entre ces os cuneiformes et le premier et le troisième métatarsien. Et un autre point anatomique important, c'est la base du 5e métatarsien. La base du 5e métatarsien donne insertion au tendon du court fibulaire. Vous allez voir l'intérêt tout à l'heure, c'est que lors d'une contraction brutale de ce tendon du court fibulaire, il va arracher la base du 5e métatarsien. Les éléments tendineux qui entourent, qui viennent de la cheville vers le pied, c'est essentiellement du côté médial, des côtés, c'est essentiellement les tendons fibulaires, donc le court vers et l'autre vers le premier métatarsien. Du côté latéral, du côté médial, ce sont les tendons des fléchisseurs, c'est-à-dire le tibial postérieur et le fléchisseur de la l'hallux et les fléchisseurs les fléchisseurs des orteils. Et puis il y a le tibial antérieur, ça c'est le tibial antérieur. Ça c'est le tendon d'Achille. Donc un autre rappel, c'est que le deuxième métatarsien, il est enclavé, nous l'avons déjà dit, entre les cuneiformes, ce qui explique la fréquente fracture de sa base lors de luxation de Lisfranc. Un autre rappel sur le pied normal, les empreintes plantaires d'un pied normal est comme ça. Pour un pied plat, il y a une augmentation de cette courbure-là. Là, le type 1, type 2 et le type 3. Le pied creux, il y aura la diminution de cette formation plantaire moyenne. Les différents types de pieds, en fonction de la longueur des orteils, on connaît chaque fois le gros orteil est plus long que les autres, on parle d'un pied égyptien. Chaque fois que le gros orteil, l'hallux, il est plus petit que le deuxième, on parle d'un pied grec. Chaque fois qu'ils ont la même longueur, on parle d'un pied carré. Les mécanismes lésionnels. On distingue des traumatismes directs, indirects ou mixtes. Les traumatismes directs, lorsque le pied et les tendons l'appui, soit un écrasement ou une chute d'une grande hauteur, le pied est en suspension quand on donne un coup de pied, par exemple, contre un objet dur.
Les traumatismes indirects, ce sont des mouvements combinés qui mettent en jeu plusieurs articulations. Nous avons parlé, l'étude de la cheville et du pied sont indissociables. Donc, c'est généralement les traumatismes indirects du pied. Il y a la mise en jeu des articulations de la cheville. Donc, soit par torsion au cours d'inversion ou d'éversion forcée, on va voir les schémas qui montrent ça, ou bien par hyperflexion ou hyperextension dans le plan transversal. Les traumatismes mixtes sont possibles associant choc direct et mécanisme de torsion. Par exemple, une chute d'un lieu élevé, c'est un traumatisme direct, et puis associé à une torsion du membre. Voilà, éversion, c'est-à-dire vers le côté externe. Inversion, c'est vers le côté interne ou médial. Le traumatisme en flexion. Ce traumatisme en flexion, c'est la classique. Classiquement, on le voit dans les fractures du cavalier, où le pied est coincé dans un étrier. On les voit aussi dans les traumatismes du travail, où l'avant-pied est coincé dans une échelle. On les voit aussi dans les traumatismes des accidents de la voie publique, où le pied est coincé contre la pédale de frein, ou encastré, ou embuté, dans les accidents de deux roues. Ou on le voit aussi dans les chutes sur la pointe du pied qui entraîne une compression axiale. Voilà, et ça entraîne une hyperflexion qui se passe au niveau de la métatarso-phalangienne. Les étiologies sont essentiellement représentées par les accidents de la voie publique, les accidents de sport, les accidents de travail, les chutes d'un lieu élevé, les accidents domestiques et les explosions de pieds de mine dans le cadre de temps de guerre, dans le cadre mais on peut le voir également en pratique civile. Sur le plan anatomopathologique, les lésions élémentaires qu'on peut avoir, ce sont des lésions ostéo-articulaires, l'atteinte peut-être de l'arrière-pied, c'est-à-dire le talus et le calcaneus, le médio-pied, c'est-à-dire les activations de Chopard, l'os claviculaire, le cuboïde et les cuneiformes, et l'avant-pied, soit l'articulation de l'isfranc, c'est-à-dire métatarso-phalangienne, ou les métatarses et les phalanges. Les lésions tendineuses, le tendon calcanien ou le tendon d'Achille, peut-être lésés, les tendons fibulaires, le tibial antérieur, les extenseurs des orteils ou la luxe, ou bien les fléchisseurs, c'est-à-dire le tibial postérieur et les fléchisseurs des orteils et la luxe peuvent être atteintes aussi. On peut avoir également des lésions vasculaires et des lésions nerveuses et des lésions osseuses s'il s'agit d'un poulet traumatisé ou d'un poulet fracturé. Le diagnostic passe par un interrogatoire qui renseigne sur le traumatisé, c'est-à-dire l'âge, sa profession, ses antécédents médicaux. Sur le traumatisme, renseigne sur les circonstances, le mécanisme, la date et l'heure, bien sûr, c'est très important. L'examen clinique, il est très important, les lésions cutanées sont très importantes à mettre en considération. L'œdème, la déformation du pied et surtout l'état cutané qu'il faut apprécier avec justesse, c'est-à-dire les bulles, les flictens sont le signe d'une souffrance cutanée, donc il faut se méfier. Ce n'est pas uniquement l'ouverture cutanée, mais c'est également ces lésions qui signent une souffrance cutanée, à savoir les bulles et les flictens cutanés. Les troubles vasculo-nerveux, il faut les apprécier et ne pas oublier de faire un examen de la cheville et du reste du membre. L'examen paraclinique, donc on demande toujours une radiographie du pied de face, profil et une incidence de 3/4, et toujours demander une radiographie de la cheville associée face et profil. Et s'il y a le moindre doute, demander une TDM, c'est-à-dire un scanner du pied. L'échographie, elle est importante également. L'IRM, parfois, elle est demandée, et la scintigraphie, elle a ses indications. Les formes anatomo-cliniques et leur traitement. Donc, on va commencer par voir les différentes lésions anatomiques et leur traitement. On commence par la fracture du talus ou l'astragale. C'est une fracture qui est rare. Il faut savoir qu'elle a une vascularisation précaire, donc elle est mal vascularisée. Il n'y a aucun tendon ou muscle qui s'insère sur le talus. Sa vascularisation elle est ascendante, elle est terminale, donc il y a un grand risque de nécrose de l'os du talus. Les fractures peuvent être parcellaires ou bien totales. Il faut faire la radiographie et la TDM. La TDM elle est très importante pour apprécier les fractures du talus. Et au moindre déplacement, le plus souvent, le traitement il est chirurgical. Pour les fractures du calcaneus, sont très fréquentes, dans 60% des cas, des fractures des tarses. Le plus souvent à la suite d'une chute verticale avec réception sur les pieds, soit à la chute d'un lieu élevé, ou bien chez les parachutistes, on les voit très souvent, les fractures du calcaneum. Et le plus souvent, ils sont bilatérales. On distingue deux types de fractures, soit des fractures articulaires, c'est-à-dire thalamiques, ou des fractures
extra-articulaire. La radiographie, ce qui est important sur une radiographie de la cheville, surtout de profil, à voir, c'est l'angle de Boller, on va le voir tout à l'heure, et le rôle de scanner, il est très important pour apprécier le trait et son déplacement. Le traitement, soit fonctionnel, c'est-à-dire soit orthopédique, soit chirurgical, s'il y a un tassement du calcanéum. Voilà la valeur normale de l'angle de Boller entre 25 et 40 degrés, entre la tubérosité postérieure, entre l'apex et le bec de la tubérosité calcanéenne. Donc cet angle-là, doit être entre 25 et 40 degrés. Chaque fois qu'il y a un tassement, il y a un abaissement et l'angle de Boller devient nul ou même inversé, comme le cas de cette radiographie-là. Voilà notre fracture du calcanéum. Vous voyez l'état cutané avec les ecchymoses et la souffrance cutanée. La radiographie montre un tassement du calcanéum. L'angle de Boller il est nul ou même inversé. Et le scanner il apprécie l'état et les lésions articulaires. La luxation de l'articulation de Chopard, c'est-à-dire entre le tarse postérieur et le tarse antérieur, elle est rare. Il est le plus souvent associé à des fractures au niveau de l'os naviculaire et du cuboïde. La réduction doit être parfaite, sinon on aura le risque d'arthrose secondaire. La réduction manuelle est possible, mais le plus souvent un embrochage percutané est souvent réalisé et nécessaire. Voilà, le schéma qui montre les luxations de l'articulation, si vous voulez, médio-tarsienne, entre le tarse postérieur et le tarse antérieur. La réduction, on peut la faire manuellement, mais le plus souvent, une stabilisation par un embrochage est nécessaire. Les fractures de l'os naviculaire ou le scaphoïde. On peut avoir soit des arrachements dorsaux, dans les cadres des entorses graves, on peut avoir des arrachements dorsaux, on peut avoir l'atteinte du tubercule du scaphoïde qui est extra-articulaire, il ne faut pas le confondre avec un os naviculaire accessoire. Les fractures complètes, le déplacement le plus souvent dorsal, on peut entraîner une luxation médio-tarsienne ou même une énucléation de l'os naviculaire qui est grave. La complication de ces lésions complètes de l'os naviculaire, leur consolidation est très lente, ils peuvent évoluer vers l'ostéonécrose et l'arthrose extensive et peut entraîner des troubles statiques avec un hyperappui latéral. Les luxations tarso-métatarsiennes ou les luxations de l'isfranc. Ce sont des luxations qui sont très graves. Heureusement qu'elles sont rares, elles sont complexes et sous-diagnostiquées. Pourquoi elles sont graves? Parce qu'elles sont sous-diagnostiquées dans 20% des cas. Elles passent inaperçues dans 20% des cas. Ce sont des traumatismes à haute énergie. Nous avons vu tout à l'heure leur mécanisme par hyperflexion. Et le pronostic fonctionnel est désastreux s'ils sont maltraités ou bien s'ils sont négligés. Le traitement orthopédique est exceptionnel. C'est essentiellement un traitement chirurgical avec une réduction anatomique à ciel ouvert et qui nécessite une ostéosynthèse par embrochage au vissage. Parfois même, on utilise une arthrodèse, c'est-à-dire fixation de l'articulation. Les différentes classifications de ces luxations de l'isfranc, on peut avoir soit des luxations homolatérales, soit des luxations divergentes. Vous savez, nous avons vu dans le rappel anatomique qu'il y a les quatre métatarsiens, on les appelle la spatule, et là, la colonne du gros orteil, on appelle la colonne. Donc, quand on a la luxation latérale, on parle des luxations homolatérales spatulaires. Quand la luxation touche, c'est-à-dire la spatule et la colonne, en même temps, on parle de columno-spatulaire. Quand c'est-à-dire les quatre métatarsiens se luxent d'un côté et la colonne du premier orteil, c'est lui qui se luxe du côté médial, on parle d'une luxation divergente. Il y a une divergence entre les deux, mais columnaire. C'est la première colonne qui se luxe en dedans. Quand il y a la divergence se fait entre les deux luxations, c'est-à-dire la colonne, le gros orteil, c'est-à-dire le premier métatarsien, et les quatre autres métatarsiens se luxent en dehors. Donc là, on parle de luxation divergente columno-spatulaire. Voilà un cas de fracture luxation du l'isfranc. Le traitement, nous avons dit qu'il est chirurgical, avec une réduction anatomique à ciel ouvert et la fixation le plus souvent par embrochage.
Les fractures des métatarsiens. Il faut insister sur la fracture de la base du cinquième métatarsien qui est fréquente. La base du cinquième métatarsien, elle est là. Elle est fréquente. Nous avons vu tout à l'heure qui est dans l'insertion au tendon du court fibulaire ou le court péronéen. Et elle pose un problème de diagnostic différentiel avec une entorse de la cheville. Avec une entorse de la cheville. L'atteinte peut être au niveau de la styloïde, peut-être de la base articulaire ou même extra-articulaire. Extra-articulaire, c'est ça ce qu'on voit. Peut-être au niveau de la articulaire ou voilà. Donc le traitement le plus souvent orthopédique, rarement la chirurgie s'il y a un grand déplacement. Les fractures diaphysaires et des cols des métatarsiens, le plus souvent il s'agit d'un choc direct. Le pied, par exemple, contre les barreaux d'une échelle, il faut restituer l'arche métatarsienne. L'appui doit être effectué le plus vite possible pour un remodelage. C'est juste l'appui qui permet le remodelage de la configuration des métatarsiennes. Le traitement le plus souvent il est orthopédique. S'il y a un grand déplacement, dans ce cas-là, qu'on est obligé à traiter chirurgicalement et pour réaliser une réduction et une ostéosynthèse. Et le plus souvent, il s'agit d'un embrochage. Voilà le cas de ces lésions-là, qui sont les 4 métatarsiens avec un déplacement qui nécessite une ouverture pour une réduction anatomique et un embrochage avec une très bonne consolidation. Les phalanges. La fracture et les luxations des phalanges sont très fréquentes. Le plus souvent, un choc direct, le pied contre le mur ou contre une table ou contre une échelle. La réduction de la luxation est le plus souvent facile, manuellement. Il nécessite une immobilisation, ou plutôt une contention par syndactylisation, c'est-à-dire rapprocher les orteils entre eux et les fixer. Et puis, la fracture la première phalange du gros orteil déplacée nécessite une réduction chirurgicale et une ostéosynthèse. Un mot sur les fractures de fatigue. Nous avons dit que les fractures de fatigue, ce sont des fractures qui surviennent à la suite de microtraumatismes ou, si vous voulez, des traumatismes répétés sur le même site. Elles sont très fréquentes sur les métatarsiens, les métatarsiens moyens. On les voit après des marches prolongées, chez les marathoniens, chez les militaires, chez les danseuses. On les voit. Ce sont des fractures de surcharge. D'ailleurs, on les appelle les fractures de stress. Elles entraînent au début, c'est des douleurs au niveau du dos du pied et l'œdème. La radiographie au début sont normales, sont difficiles à voir sur la radiographie initiale. Soit qu'il faut refaire des radiographies à 15 jours d'intervalle. Le meilleur moyen pour diagnostiquer ces fractures, c'est l'imagerie par résonance magnétique, l'IRM ou la scintigraphie osseuse. Voilà un cas de fracture de fatigue du deuxième métatarsien. Un cas de fracture également. Voilà, la radiographie du calcanéum, elle est normale. Vous voyez, la radiographie du calcanéum, elle est normale, mais l'IRM montre un trait de fracture racénéole. Voilà, le trait de fracture, c'est une fracture de fatigue. Il y a des lésions qu'il faut traiter à côté de ces traumatismes du pied, si vous voulez. Ce sont les pieds de mine. Il faut les connaître. Ce sont des lésions qu'on voit en temps de guerre, mais également en pratique civile. On peut les voir. Il y a plusieurs champs qui sont minés dans le monde et où les patients civils peuvent y vivre ou bien y déambuler et peuvent être le sujet de lésions par l'explosion de mines. Donc, tout ce qu'il faut connaître, c'est qu'il y a plus de 110 millions de mines dans le monde entier réparties. Et bien sûr, vous voyez qu'ils sont essentiellement dans les pays sous-développés, donc une partie de l'Amérique latine, en Afrique, Sahara marocain, l'Afrique également, et l'Asie. Donc ce sont... il faut connaître que la lésion limitée au pied, c'est la lésion la moins malheureuse pour le blessé. Ce sont des lésions qui peuvent cacher d'autres lésions qui se situent beaucoup plus loin. Le plus souvent, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un pied de mine, le plus souvent, il se complique d'une amputation du membre. Donc, en général, les traumatismes du pied sont dans leur grande majorité et sont bénins. Les formes graves sont consécutives à des traumatismes directs, violents et relèvent généralement d'une prise en charge
chirurgicale. La négligence d'une lésion du pied peut avoir des conséquences invalidantes à long terme. Je vous remercie.